Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. À la suite des élections européennes, le président français Emmanuel Macron a annoncé la dissolution du Parlement français et a convoqué des élections anticipées. Est-ce que ce coup de poker sera payant pour lui ou au contraire risque de se retourner contre lui? On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre, excuse l'image en direct de ma chambre d'hôtel à Helsinki. L'éclairage était pas idéal, mais c'est le mieux que j'ai réussi à faire. J'ai l'impression d'être un peu, je sais pas si c'est hors génération pour toi, mais comme la cavalerie dans Lucky Luke qui arrive toujours après la bataille. Donc, je suis 24 heures après le séisme qui a ébranlé la France, mais toute l'Europe. Parce que dans le fond, ce dont on parle pas ce matin et ce dont on parlait pas hier, c'est des élections européennes parce que M. Macron, avec le coup de poker que tu viens de décrire, a enlevé l'air qui restait encore dans la pièce, parce qu'il en restait pas beaucoup. Puis c'est pas juste dans la pièce française, c'est dans la pièce Europe, parce qu'on a vu un déplacement des forces politiques qui ne peut pas être une surprise du reste, parce que c'est annoncé à répétition, mais c'est comme s'il y avait une espèce de bien-pensance qui se dit un jour le bon peuple va se réveiller puis va arrêter de faire la mauvaise affaire, c'est-à-dire de penser à droite ou, dans le cas qui nous intéresse, pour appliquer l'étiquette qui est convenue, à l'extrême droite. Et c'est ce que les peuples d'Europe ont fait, pas partout, mais dans l'ensemble. Et ça s'est transformé, pour certains leaders, en référendum. C'est arrivé en France, c'est arrivé aussi en Allemagne, même si le chancelier allemand, lui, a été peut-être un peu plus circonspect qu'Emmanuel Macron et a décidé de pas mettre son avenir politique en jeu. Mais dans les faits, le parti politique de M. Scholz est arrivé troisième à ces élections européennes, derrière un parti, encore une fois, d'extrême droite, l'ADF, dont on a déjà parlé, qui est surveillé par les services de renseignement de l'État allemand, par la police allemande, parce que associé, je mets des guillemets, mais associé presque à une organisation terroriste. Et ce parti, qui a donc mauvaise réputation, qui est souvent sous la loupe, qui s'est retrouvé aussi légalement dans des situations difficiles, est arrivé deuxième. Et ça, c'est pour l'Allemagne seulement. Donc, c'était des élections qui n'avaient pas vocation à créer beaucoup de perturbations ou de bruit médiatique, ces élections européennes. C'est quand même beaucoup de monde qui vont voter s'ils se présentent, parce que dans bien des cas, il y a beaucoup d'abstention, mais c'est plus ou moins 400 millions de citoyens européens, je pense que plus précisément, c'est 370 ou 80 qui avaient le droit de vote, dans 27 pays, pour élire 720 députés ou au Parlement européen. Puis le Parlement européen, c'est pas une patente virtuelle qui paye des politiques à rien faire. Bon, ça peut arriver, parce que je pense qu'il y a des politiques qui doivent pas faire grand-chose, sinon se tourner les pouces. Mais il y a un exécutif, parce qu'il y a comme un gouvernement, un super gouvernement européen, avec beaucoup de pouvoir, qui, lui, ne se tourne pas les pouces. Et la présidente ou la première ministre, selon le titre que tu veux donner de cette autorité, c'est Ursula von der Leyen, dont on parle souvent, qui est à côté de M. Macron ou du chancelier allemand comme une présidente en exercice avec toute l'autorité et le pouvoir qui vient avec ça. Puis dans les faits, l'Europe a beaucoup de pouvoir. Quand on parle des agriculteurs, ça a commencé aux Pays-Bas, mais en France cette année, qui sont en pistolet et qui décident de manifester, ben c'est en raison de la réglementation européenne qui est pas souple et à géométrie variable. Or, tous les pays, tous les agriculteurs n'ont pas exactement les mêmes conditions d'exploitation, mais les réglementations européennes font en sorte qu'il y a une espèce de mur à mur, comme disait M. Parizeau. Ils sont entendus en matière commerciale. L'Europe, ça pèse très lourd maintenant. En matière de réglementation, sur nos appareils électroniques, par exemple, c'est souvent l'Europe qui donne le là. Quand ils décident qu'il y aura une seule sorte de prise sur nos appareils. Bon, on peut s'en réjouir, je dirais, de ce point de vue-là, parce que entre Apple et les autres qui choisissent d'avoir des prises différentes ou qui, de génération en génération, décident de changer, de faire en sorte que nos anciennes prises, nos anciens équipements sont obsolètes, ben l'Europe
fait partie donc de ceux qui décident et souvent ils donnent le là à tout le monde. En matière environnementale aussi, ils sont très 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 lourds et l'Europe donc c'est pas une quantité négligeable. Mais dans ce qui s'est passé dimanche, c'est plus l'Europe qui est seulement ébranlée par le coup de tonnerre, c'est différents gouvernements, puis ça nous amène à ce qui nous intéresse, à ceux qui sont communément appelés nos cousins français, qui ont transformé le vote, puis ils ont pas en fait. Le président Macron a transformé le vote de dimanche dernier en référendum sur son régime à lui. Et la réponse est pas une bonne réponse. Les électeurs français, comme ailleurs en Europe, se sont manifestés et ils sont choqués, tannés, épuisés. Alors la réponse, c'est l'extrême droite est en train de l'emporter. Et c'est vrai que si on applique les étiquettes habituelles, le Rassemblement national, qui en d'autres temps était le Front national de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui dirigé par sa fille, Marine Le Pen, mais aux élections européennes, c'est l'enfant prodige de la politique française, Jordan Bardella, qui était en tête de liste et qui est de plus en plus perçu comme le futur homme fort, très certainement le futur premier ministre s'il y avait un pouvoir donné au Rassemblement national. Alors, je dis les étiquettes commencent à être dépassées parce que je crois qu'au-delà de l'extrême droitisation des électeurs français, on s'entend, là, c'est 31% des Français qui ont voté pour le Rassemblement national aux élections européennes. Si on ajoute l'appui donné à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui avait à sa tête Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, c'est là que ça devient incestueux et intéressant. On est dans la même famille et dans la même famille politique. Si on additionne donc le RN à Reconquête, c'est près de 40% des électeurs français qui ont fait le choix de cette extrême droite. Et quand comment on dit tu extrême, l'expliques, on pense... Stéphane? Comment tu l'expliques, ce virage à droite? Est-ce qu'en trame de fond, c'est la question de l'immigration? Ben, ça l'est certainement. Je ne sais pas si tu t'intéresses à ce qui se passe en France, mais moi, je pense que c'est pas ce qui se passe en France. C'est ce qui se passe au Canada, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est un phénomène universel. Et c'est là que je dis les étiquettes tiennent peut-être plus. Parce que quand tu parles d'extrême, en général, alors, on pourrait dire que les Italiens, les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient extrêmes. Le fascisme est extrême, puis c'était pas une minorité. Mais en général, quand on est dans l'extrême gauche, quand on est dans l'extrême droite, c'est des groupes qui sont à la frange du spectre politique et qui se distinguent justement par leur extrémisme. Est-ce que 40% de la population française serait devenue extrémiste? C'est une question qu'on peut se poser. C'est possible. C'est sans doute le pari que fait M. Macron en disant je vais les réveiller, je vais les ramener à l'ordre, ils vont réaliser qu'ils sont pas extrémistes, puis ils vont se rallier au gros bon sens, c'est-à-dire à mon parti, qui a été très sévèrement jugé et qui continuera à l'être. Et c'est là que je dis, c'est peut-être plus les bonnes étiquettes qu'on applique, extrême droite ou extrême gauche, c'est vraiment la France d'en haut versus la France d'en bas. Les gouvernants, les élites gouvernantes et les élites économiques versus le reste, ceux qui auraient été appelés par l'ancien président Hollande les sans-dents, les déplorables de Madame Clinton, c'est-à-dire les laissés pour compte de la mondialisation. Puis c'est très intéressant aussi parce qu'il y a un aspect géographique à ça. Si tu regardes les résultats de ces élections européennes à Paris et dans le reste de la France, c'est une inversion des polarités. À Paris, les socialistes, je dis pas l'extrême gauche, mais les socialistes, M. Glucksmann, ont fait un excellent score, c'est eux qui sont arrivés en tête. Les écologistes ont fait un excellent score. Un excellent score à Paris. Quand même paradoxal. Les écologistes, on l'imagine, devraient avoir de l'impact dans le milieu rural, dans les milieux ruraux, là où la question de l'écologie est directement posée. Mais c'est à Paris que les écologistes ont fait le meilleur score. Et c'est une autre affaire dont on n'a pas beaucoup parlé de cette élection ou après cette élection, c'est que les groupes écologistes, partout, en Allemagne, mais ailleurs en Europe et en France,
sont ceux qui ont le plus reculé proportionnellement. Or, c'était depuis une dizaine d'années une force ascendante. Ils sont partis du gouvernement en Allemagne. Les écologistes sont au pouvoir, prennent des décisions tous les jours en matière de défense, d'écologie, mais de politique sociale. Or, les écologistes, s'il y a une victoire de la droite ou de l'extrême droite, les écologistes sont disqualifiés. Je dis pas de la gauche parce que, par exemple, en France, c'est M. Glucksmann avec les socialistes qui fait à peu près meilleure figure derrière l'équipe de M. Macron. Mais donc, ça dit quelque chose de la polarisation et encore une fois de cette guerre ou de ce conflit entre la France d'en haut et la France d'en bas, davantage que le conflit entre la gauche, le centre que dit incarner M. Macron, et la droite. C'est ce mépris perçu par la population, par ceux qui étaient hier dans la rue, les gilets jaunes, ce mépris perçu qui est le carburant des électeurs et qui disent on n'a rien à perdre. Parce qu'il y a toujours eu cette logique du cordon sanitaire, c'est-à-dire qu'il faut museler le risque associé au Rassemblement national, ex-Front national. Personne ne va s'associer à eux. On va faire en sorte qu'ils soient dans leur coin. Même s'ils ont du pouvoir, ils vont être dans leur coin. Ils ne viendront pas contaminer la vie politique française. Ce n'est plus possible de penser comme ça. Puis je ne pense donc pas que c'est parce que soudainement les électeurs français se sont, pas dans leur majorité, mais en très grand nombre, présentés aux élections en disant on veut autre chose. Cette autre chose, pour eux, c'est le coup de gueule. C'est de dire on ne croit plus à ce qui, à répétition, nous est promis et n'arrive jamais. Puis si on avait, encore une fois, tu m'excuses parce qu'il y a tellement de choses, tu m'excuses parce que si tu veux intervenir, gêne-toi pas. Mais si on veut remonter dans le temps, puis je sais pas si toi tu t'en souviens, le référendum de 2005, le référendum sur le traité de Lisbonne. Alors, pour nos auditeurs, spectateurs, c'est quoi cette patente-là? C'était le traité européen qui, dans chacun des pays qui participaient du pacte européen, permettait de transférer de l'autorité au Parlement européen. De dire, nous concédons une partie de notre souveraineté et nous la donnons au Parlement européen en matière d'agriculture, d'immigration, parce que tu m'as posé la question, pourquoi? Ben, les Français ont dit non en 2005. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Ils ont fait la même chose aux Pays-Bas. Et ça a été court-circuité par une manœuvre qui est odieuse, parce qu'on a court-circuité la volonté populaire. Le Parlement, qui est une autre représentation de la souveraineté populaire, a quelques années plus tard décidé de valider le traité de Lisbonne et donc de dire aux Français qui avaient voté contre FU, littéralement. Et ça a laissé des séquelles. Ça a laissé un goût, un arrière-goût que n'oublie pas ceux dont la volonté a été bafouée. Alors, donc, ça pourrait être l'origine. Oui, mais donc, Stéphane, ça pourrait être l'origine un peu de cette grogne-là. Une grogne qui n'a cessé que d'augmenter au fil des ans. Puis rajoutons, tu faisais référence, entre autres, à la colère des agriculteurs qui se disent étouffés par toutes sortes de réglementations qui font en sorte qu'il leur reste plus une scène dans les poches après leurs frais d'opération ou quoi que ce soit. La question de l'immigration également. Et là, ça devient un cocktail explosif, là. Et la question de l'immigration, elle est fondamentale partout. Elle est, alors, on peut décider de penser ou croire, puis c'est tout à fait légitime, que c'est pas un enjeu, qu'il est monté en épingle et que ceux qui se révoltent contre cette immigration mal contrôlée comprennent mal les enjeux. Moi, je pense que ceux qui sentent la pression comprennent très bien et qu'il est toujours plus facile si tu es dans le 7e arrondissement à Paris avec des CRS pas très loin de chez toi et que tu en as les moyens d'envoyer tes enfants dans une école privée, dans le fond, de les mettre à l'abri de ce que sont les contre-coups perçus par plusieurs de cette immigration illégale débridée. Alors oui, c'est un enjeu. C'en est un en France, c'en est un ailleurs, c'en est un aux États-Unis. C'est comme ça, essentiellement comme ça que M. Trump a été élu en 2016. Puis collectivement, nous avions sous-estimé l'ampleur du ressentiment. Quand il parlait de son mur et qu'on riait, on disait c'est un clown, symboliquement, ça incarnait quelque chose. Et en ce moment, le mur, pour les Français, c'est le référendum sur l'immigration, c'est-à-dire pour réformer les questions d'immigration et peut-être recouvrer une partie de souveraineté. Parce que les Français sont pas souverains, pas plus que le sont les Italiens ou les Grecs. C'est l'Europe qui protège les frontières. Mais une fois que quelqu'un
quelqu'un est rentré quelque part, il est libre de se promener comme il veut et les Français ne peuvent pas, à leurs frontières, exercer leur souveraineté, pas plus que les Belges peuvent le faire. La seule exception, ça a été pendant la COVID, où soudainement, les frontières sont redevenues quelque chose de sacré et il était possible de dire tu ne rentres pas. Donc, le virus pouvait ne pas rentrer. L'immigration illégale, ça, c'est pas un enjeu. Alors, je ne suis pas à dire qu'il y a pas de part et d'autre des affaires à entendre, mais je suis à dire que le peuple français ou le peuple allemand et le peuple américain, quand il sent quelque chose, si c'est nié systématiquement et qu'on leur explique que ce sont des ploucs racistes, parce que c'est ce qu'on dira des 40% des gens qui ont voté pour Reconquête et pour le Rassemblement national. Et c'est le pari du président Macron, encore une fois, double, je termine là-dessus, c'est ou de les réveiller en leur disant « Mais franchement, vous pouvez pas sérieusement appuyer le Rassemblement national ou Reconquête, vous n'êtes pas des racistes. » Or, je pense que la majorité d'entre ceux qui ont voté l'ont fait très conscients de ce qu'ils faisaient, sans jamais avoir pensé une seconde qu'ils étaient racistes, et c'est tout à fait plausible. Donc, le président Macron dit « Vous allez vous réveiller, puis quand vous aurez à vraiment choisir, vous allez revenir dans le camp du bien. » Je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que ça risque peut-être pas d'être un gouvernement majoritaire du Rassemblement national, mais ce qui a été mesuré aux européennes risque de se remesurer les 30 juin et 7 juillet, ou c'est, pour M. Macron, ça a été bien dit, un vrai coup de poker futé, c'est-à-dire qu'avant les présidentielles de 2027, voilà, il va mettre à Matignon, au gouvernement, un gouvernement de droite, d'extrême droite, appelle-le comme tu veux, qui va se frotter à la dure réalité de gouverner. Et après ça, revenir au présidentiel, Stéphane, dire regardez la catastrophe de ce gouvernement, redonnez-moi un peu votre confiance. C'est un peu ça la stratégie de cette deuxième voie-là. Même si lui ne pourra pas se présenter, à moins d'être capable d'amender la Constitution, mais c'est de très idéologie ou c'est ça. Exact. Puis il y aura probablement quelqu'un à présenter qui pourrait incarner ça. Exact. Mais en fait, faut voir, quand on parle d'incarner la ligne Macron, ça sera un individu et un seul, parce que dans le fond, Macron, il gouvernerait sans gouvernement, ça ferait son bonheur, parce que c'est Jupiter lui-même. C'est le gars qui dit, mon premier ministre, je voulais envoyer il y a quelques mois, M. Attal, mais finalement, il n'a pas fait la job. Parce que c'est un peu ça aussi. C'est mon gouvernement a été un peu incompétent. Si j'avais peut-être été seul aux manettes, les choses iraient mieux. Et c'est l'impression qu'il donne, d'autant que, et c'est promis maintenant, j'ai terminé, son équipe devait pas avoir été prévenue quand il a annoncé la dissolution. Je pense que c'est une décision qui s'est prise in petto avec son comité à l'Élysée et il a décidé de jouer son va-tout parce qu'il est convaincu, peut-être a-t-il raison, que c'est le maître du jeu et qu'il contrôle toutes les cartes. Il se trouve qu'il y a un joker qui avait pas vu venir et qui s'appelle pour l'instant Jordan Bardella, mais qui n'est que la représentation d'une grogne. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de Jordan Bardella s'il n'y avait pas la vague sur laquelle il fait du surf. Et cette vague-là, elle monte depuis des années. Merci beaucoup, Stéphane. Ça a été un plaisir d'être trop bavard. Demain, je fais Ah non, puis je te laisse aller. Ah non, prive-nous pas de ce plaisir-là. Salut, mon cher.